laissez-moi vous conter l'histoire de l'Empire Daxtar. Mais pourquoi tu prends cette voix dramatique? C'est nul, parle normalement. Mais non, c'est pour donner de la couleur à l'histoire. Ouais, bah non, ça ne marche pas. Tu as une idée, petit malin, au lieu de critiquer? Enfin, trêve de blabla. Je mets souvent sur le même plan la recherche archéologique et la recherche vidéoludique. Bon d'accord, je ne suis pas non plus en plein désert à la recherche de cartouches enterrées, mais le rétro gaming a justement ça de bon, de nous faire plonger dans une époque où Internet était soit inexistant, soit n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Et tout comme l'archéologie, il y a des jeux rétro où nous avons si peu de choses que c'est à se demander comment l'information a pu disparaître ainsi, tel un dinosaure fossilisé, emportant tous ses secrets avec lui, pour l'éternité, ou presque. Alors bien sûr, de nombreux paramètres peuvent l'expliquer. La localisation du jeu, la barrière de la langue, sa confidentialité, ses faibles ventes, ou l'absence de pouvoir de communication de l'éditeur. Alors j'ai parfois l'impression, tel Don Quichotte, de me battre contre des moulins à vent. Je cherche dans tellement de directions que mon cerveau est en ébullition. Mais ce travail de recherche et d'enquête est à coup sûr ce qui me plaît le plus. Donc voilà, hello à vous les amis, je suis enfin de retour pour cette nouvelle chronique d'un jeu mystère. Pour les personnes qui avaient vu le premier épisode, vous connaissez la formule, mais pour les autres, je vais vous expliquer. Dans ce format, appelé chronique d'un jeu mystère, je ne me contenterai pas de vous faire simplement un let's play, mais également de vous parler du jeu, de son origine, de ses développeurs, de toutes les choses qu'il y a autour du jeu. S'il y a par exemple un personnage, une mascotte qui est dérivée d'une licence, de vous faire l'histoire de celle-ci. Voilà, donc il y aura une première partie qui sera vraiment ciblée sur le jeu en lui-même, avec des secrets de développement si j'en trouve, et je pousse vraiment les recherches le plus loin possible pour pouvoir vous apporter quelque chose et vous présenter le jeu sous un autre éclairage. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Cela fait un sacré moment que j'ai cette vidéo en projet. Je dirais que les recherches ont dû commencer il y a pas loin de 3 ans. Et une nouvelle fois, je vais vous parler d'un shoot'em up, un registre que j'affectionne particulièrement. En fait, initialement, avant de faire la vidéo sur Zaz, je voulais faire une sorte de vidéo sur plusieurs shmups plus confidentiels de la machine. Et le jeu que je vais vous présenter était dedans. J'avais commencé à y jouer et je m'étais dit que je pourrais en parler. Malheureusement, il n'y avait pas d'infos, ou très peu. Alors comme j'aime bien vous proposer quelque chose de plus développé, j'ai attendu d'en découvrir plus. Mais cela a été digne d'un RPG en termes de durée, pour ne pas dire tout simplement un véritable parcours du combattant. En effet, une annonce de Limited Run Games m'a fait changer mes plans. Ils ont en effet annoncé le 22 avril 2021 que les jeux Game Boy Starhawk et Metal Masters seraient réédités et disponibles au tarif chacun d'une $30 environ. Alors Starhawk, c'est tout simplement le shoot'em up complètement passé inaperçu. Il n'est sorti qu'en version UKV et GPS. On est GPS là! Bon, pas l'appareil, hein, mais Global Packaging System d'après The Game Boy Cartridge Collection. Et là, je vais demander au père Fouras de nous expliquer ce qu'est le GPS d'après ce livre. Cette localisation n'en est pas vraiment une. Le code GPS pour Global Packaging System était utilisé pour un recoupement de commandes faites à Nintendo par plusieurs pays. Le packaging est de ce fait le même pour tous les pays s'étant mis ensemble pour la commande. Il est donc entièrement en anglais pour l'aspect universel, d'où la traduction du code, système de packaging global, etc., etc. Et la version US sera purement et simplement annulée en 1993. Et cela malgré la présence d'un éditeur de renom, Accolade. Il faut dire que la communication semble complètement absente sur ce jeu, comme si Accolade s'était rendu compte que face aux teneurs du genre et les autres shmups présents sur Game Boy, leur jeu allait faire pâle figure. Bien sûr c'est une supposition et je me permets uniquement d'imaginer ce qui a pu se passer, sans en être complètement sûr. Mais si vous avez une autre analyse, n'hésitez vraiment pas à me la faire part en commentaire. Et ce qui est quand même assez incroyable dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas réussi à retrouver une seule publicité papier sur ce jeu. Alors bien sûr, peut-être qu'on finira un jour par en trouver une, mais pour l'instant,
on n'en a pas réussi à en identifier une, contrairement à d'autres titres du catalogue NMS que je vais vous présenter par la suite. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que ce jeu avait quand même une jaquette qui en mettait plein la vue, l'artwork est de toute beauté, et je pense que ça aurait vraiment été un argument pour booster les ventes, mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Quelques mots sur les développeurs. Fondée par d'anciens employés d'Elite Systems, la société NMS Software, à l'origine du développement du jeu, n'est pas inconnue au début des années 90. En dehors de Starhawk, qui est une exclusivité Game Boy, la société a surtout effectué des conversions de jeux. On peut citer F-15 Strike Eagle et Super Off-Road, ainsi qu'également Jimmy Connor Tennis et Cool Spot. Mais on ne peut pas non plus omettre les jeux Disney, Aladdin et Pinocchio, ou encore le jeu Indiana Jones et la dernière croisade. Et bien sûr, la société deviendra beaucoup plus visible avec les 2 premiers Star Wars. NMS Software fera également des jeux de flipper par la suite. La société mettra la clé sous la porte en 1999. L'un de ses derniers jeux est un jeu d'action appelé Mass Destruction. Mais revenons à mon enquête. Il me fallait désormais identifier les créateurs du jeu. Or, il n'y a pas de crédit à la fin de ce jeu, comme dans d'autres productions de la société NMS Software. Et forcément, en l'absence de crédit, des hypothèses sont émises sur les différents sites de jeu, et celles-ci ne sont pas toujours fiables. En effet, mon premier échec avait été Mike Fox, qui était également programmeur à NMS Software. Pas de bol, il m'a dit par mail n'avoir pas bossé sur ce jeu. Heureusement, avec l'aide d'un ami qui a un compte LinkedIn, merci à mon pote Bargeman qui se reconnaîtra, j'ai pu vérifier sur le CV d'un graphiste qu'il avait travaillé aussi dans cette société. Il s'agit de monsieur Stephen Beverly, et voici le récit de mes échanges avec lui et ce qu'il m'a appris. Bonjour monsieur Beverly, j'ai acheté il y a quelques mois Starhawk et je me permets de vous contacter pour savoir si vous auriez travaillé sur ce jeu. Monsieur Fox m'a précisé qu'il n'avait pas travaillé pour sa part sur ce jeu. Cela serait très enrichissant d'avoir votre point de vue sur ce jeu qui a récemment été annoncé pour être réédité par Limited Run Games. Alex, salutations d'Angleterre, comment allez-vous? Thanks for your message. The short answer in French is Je suis désolé, je ne me souviens pas avec certitude. Forgive the pronunciation, but that isn't a game I remember working on. But I did just look at the game in a Game Boy emulator and it does seem familiar to me. However, back in the day, I used to create graphic tools to convert bitmaps into character maps, tileset editors, and all manner of different graphic tools. So it might be that I just converted the graphics rather than created them. I'm not sure. So I could have been involved, but I would hate to wrongly claim them as my own or to mislead you. I vaguely remember doing a space game back in the day, but I really can't be sure now because it was over 30 years ago. I haven't kept in touch with the staff at NMS now because I live in a different part of England now. However, I do remember working closely with Mike on many other titles. Donc voici le premier échange que j'ai eu avec monsieur Beverly. Et au fur et à mesure des échanges, les souvenirs reviennent, et voici ce qu'il m'apprend ensuite. I was technical art director at NMS, yes. I worked there between 93 and 98, although I did do freelance work for them before that time, which is probably when I would have worked on Starhawk. Dans les crédits du jeu Limited Run Games, j'ai pu découvrir que monsieur Beverly avait été crédité en tant que John Smith. J'ai trouvé cette information un peu étrange, je me suis donc permis de lui demander. I have a very distant memory of wanting to remain anonymous for this job because I was working for Elite at the time and I was doing this particular job for NMS to earn some extra money. So I left Elite in early 93 to join NMS, but I'd basically been working for NMS for about 6 to 8 months on a freelance basis before I left Elite. Ah ok. Et Starhawk est sorti en décembre 92. Yep, that sounds about right. I worked on 40 odd games for NES, Game Boy and PC altogether, and I worked for lots of different companies between 88 and 2007. You'd have to see my LinkedIn profile for a full list of all those. Regarding Starhawk, I do remember that Accolade contacted Richard and gave us their existing assets. So I assume the artwork will have been a conversion by me, where I simply take 16 or 32 colour graphics, maybe from Mega Drive or some other platform, and then converting them into 4 colour.
The box artwork will also have been their own, although I did work on several box covers for NMS, but they were more for their sister company, Pinball Games. J'essaie de creuser un peu plus encore. When it came to creating games at NMS, Richard always did the programming, well, at least to begin with anyway. Mike took on much of it later on. And I did all of the graphics and graphic tools. Although we did later recruit even more artists and designers, it was really just me and Alex and Richard back in the day. Sometimes the graphics were my own creations, and sometimes we were given graphics from an existing version, such as the PC version or Mega Drive, some of the format. And in those situations, my job was to convert the graphics from those other systems by drastically reducing the number of colours or resizing them to make them smaller, or both. Because of course the Game Boy had a very small black and white screen. And when we were doing conversions from these other systems, Richard and me would both sit down and consider all the various technical limitations of the Game Boy, and then redesign aspects of the game itself, all the graphics, so that they would work well on the Game Boy. Dans le tableau d'AE-score du jeu, on peut y voir des initiales. RC doit correspondre, j'imagine, à Richard Chappels, et SB sont sans doute les vôtres, Monsieur Beverly, puisque vous nous aviez indiqué précédemment que vous aviez travaillé en freelance pour NMS Software avant d'intégrer officiellement la société. Mais savez-vous à quoi pourraient correspondre les initiales MLF, et de même pour ADJ? Going back to Mike, I don't know his middle name, but his initials could be MLF, I'm not sure. Malheureusement, Monsieur Beverly ignorait à qui pouvaient correspondre les initiales ADJ. Mais j'eus quand même la confirmation pour MLF qu'il s'agit peut-être de Mike Fox. Alors, soit ce dernier ne s'en souvenait vraiment pas, soit il n'a pas voulu développer sur le sujet. Et il va maintenant nous raconter une nouvelle anecdote de sa carrière à NMS. Some NMS trivia now. We used to go to the pub loads as a team, every day in fact, for lunch. And the pub we went to had a pinball game in it, and there was often a different choice of pinball table, and so we really got to playing pinball quite a lot. And we played it so much that we decided to make a software pinball game called Tilt. We did that for Virgin Games, and we bought a real pinball table and we took it to pieces, and we used a measure and measured every single component to make it model it perfectly and do an accurate representation of it. Much later, we also went on to form a complete company, Pinball Games, purely to work on this sort of thing. Regarding my exit from computer games, well, I basically loved the early 8 and 16-bit days, because back in that time, just one guy on his own, or maybe a guy with 2 or 3 friends, could create an entire game. And of course you got to work on the graphics or the design or the code, so you could get involved in all kinds of areas. However, I got more and more disillusioned in the late 90s when games were getting bigger and bigger, and the quest for ever better and more realistic graphics and physics was making teams get very, very large. I remember working on a PC game towards the end of the 90s where I was in a team of maybe 50 different guys, and I was just modelling and texturing weapons at that point, and I had no input on the art style or the game design, and I basically remember thinking, well, I'm not enjoying this, so why am I even doing it? Et aujourd'hui, est-ce que vous travaillez toujours dans le jeu vidéo? So now I have moved careers, but I still create games and code and graphics basically as a hobby. And in fact, I'm quite a maker, and I've got 3 3D printers, and I love electronics, things like Raspberry Pis and Arduinos and various other microcontrollers. So basically, if it involves 3D printing or LEDs in some way, or microcontrollers, then I'd love to make it. My current project is a pixel box, as I call it, and that's a very low-res screen, 24 by 24 pixels, and that displays old arcade games in very crude format, very pixely.
So things like Space Invaders, Donkey Kong, Gallagher. It's a great project and I'm enjoying that very much. Je vous remercie encore pour tout, monsieur Beverly. See you soon anyway. Bonne chance. Et voilà les amis, telles sont les informations que j'ai pu recueillir auprès de monsieur Beverly, que je remercie vraiment énormément pour sa gentillesse et pour sa disponibilité. Je lui ai envoyé un paquet de messages, à chaque fois il y a répondu. C'est vraiment une personne adorable, donc un grand merci pour lui. Parce que, bon, évidemment j'aurais aimé en savoir plus. Mais voilà, en attendant d'en savoir plus sur ce jeu, j'ai quand même pu recueillir un nouveau témoignage, à savoir son parcours de graphiste à NMS Software. Bien évidemment, il ne se souvenait pas précisément parce que ça remonte à 30 ans, mais quand même, avec le temps, il a réussi un petit peu à se remémorer 2-3 petites choses. Mais comme vous savez, je suis assez pugnace en la matière et je ne me suis pas arrêté là, puisqu'en fait, j'ai carrément choisi de contacter la société Limited Run Games. Et alors, je vais vous en parler, ça a été véritablement un parcours du combattant, une fois de plus. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis inscrit sur leur site, il fallait renseigner ses réseaux, il fallait donner tout un tas de trucs. Et ça marchait pas forcément, alors du coup j'étais en mode chat avec le service com de la société qui me répondait de façon assez espacée. Et ce qui est quand même bien, c'est que j'ai eu un contact dans ce service-là, et en insistant, parce que franchement, c'est vrai que j'avoue que je les ai pas mal poussés, quoi. Je voulais vraiment en savoir plus. J'ai pas mal assisté, et finalement, entre guillemets, je sais pas s'ils ont craqué ou quoi, mais j'ai carrément eu une réponse, et en plus du PDG de la société, donc Josh Fairhurst. À force d'insister, ils se sont dit, alors lui, il n'y a rien qui va, donc il faut vraiment carrément qu'on lui envoie le PDG, ça le calmera un peu, je sais pas s'ils ont pensé ça ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est lui-même personnellement, a priori, qui m'a répondu, enfin, j'espère que c'est vrai, et donc je vous lis sa réponse. Donc bonjour Alex, merci d'avoir été patient avec nous. Bonne nouvelle, Josh Fairhurst, fondateur de Limited Run Games, a personnellement répondu à vos questions, je vais les coller ci-dessous. Donc moi j'avais posé déjà une question assez évidente, c'est la raison pour laquelle ce jeu a été réédité, parce que je me doute bien que c'est pour des raisons de rareté, de coût et tout ça, mais il y a plein de jeux qui sont rares, il y a plein de jeux qui sont ultra chers dans le rétro, et voilà, pourquoi cela? Parce que bon, Metal Masters, on est d'accord, il y a la sublime musique d'Alberto José González, mais c'est pas un grand jeu. Et puis Starhawk, c'est un très bon shoot, il n'y a pas à dire, mais bon, c'est pas non plus le cadre des shmups sur Game Boy. Donc voilà, c'était vraiment ma question. Donc je leur avais dit, j'aimerais savoir pourquoi ce jeu a été choisi par LRG pour être édité. Est-ce à cause de sa rareté comme Metal Masters? Et donc voilà la réponse que j'ai eue. Le propriétaire actuel du jeu nous a contactés et nous a demandé si nous voulions travailler avec eux. Ils nous ont envoyé une liste de jeux dont ils avaient les droits. Et Metal Masters et Starhawk m'ont sauté aux yeux. Même s'ils ne sont pas très connus, ce sont des jeux très chers à acheter d'occasion, surtout s'ils sont complets avec la boîte. Ils semblaient donc être de très bons candidats pour une réédition. Donc ensuite, je leur ai posé la question, c'est justement, ils me parlaient des propriétaires, c'était de savoir en fait s'ils avaient acheté les droits aux propriétaires, comment ça s'était passé. Et ben là, c'était assez surprenant, mais ils m'ont dit que non, nous avons simplement travaillé avec eux pour que la sortie ait lieu. Donc en fait, il n'y a pas eu je sais pas, d'acquisition de licence ou quoi que ce soit, ça s'est fait assez naturellement. Et ça, je pourrais pas vous dire, ou alors ils ont peut-être pas voulu entrer dans les détails, mais voilà la réponse que j'ai eue. Donc ensuite, je leur ai demandé la chose suivante, donc savoir que Accolade, en fait, la société, a été absorbée par Infogrames, et je voulais savoir donc s'ils pouvaient me parler de l'approche de LRG pour rééditer ce jeu développé à l'origine par NMS Software. Donc la réponse a été la suivante. Donc la partie la plus difficile de la réédition de ce jeu a été la restauration de la boîte. Donc la restauration du cover art, en fait. Il m'a expliqué qu'il n'y a tout simplement pas de bonnes références sur Internet et que le design de la couverture n'était pas quelque chose que nous pouvions trouver facilement. Donc nous avons dû la restaurer en interne en utilisant un scan de la couverture du manuel. Nous n'avons pas pu trouver de boîte originale, donc de suffisamment bonne qualité, j'imagine, en raison de la rareté du jeu. Il a rajouté la chose suivante. Je pense qu'il est important d'essayer de remettre sur le marché certains de ces jeux très rares et coûteux à un prix abordable. Chaque fois que nous avons l'occasion de le faire, comme nous l'avons fait avec Metal Masters et Starhawk, je saute sur l'occasion.
J'aime pouvoir rééditer des jeux comme cela. Et donc, je continue encore de lui poser des questions pour savoir un petit peu comment ça fonctionnait par rapport à ses droits, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui me travaillait. Et finalement, Josh Fairhurst a fini par m'informer que les droits étaient détenus par la société Pico Interactive, une société donc de réédition et d'édition d'anciens et de nouveaux jeux sur différentes plateformes. Donc finalement, une société qui fait un peu comme ce que fait LRG. J'ai réussi à obtenir un contact directement de la part d'LRG auprès de Pico Interactive. Donc ça, c'était franchement sympa de leur part. Mais malheureusement, ce sera bien maigre, car visiblement, d'après la personne à Pico, Pico détient les droits qu'il a achetés à Atari en 2017. Il a cédé la licence d'exploitation à Limited Run Games, qui se charge de rééditer le jeu. Comme me l'a aussi signalé mon contact à Pico Interactive, nous ne savons quasiment rien de ce jeu. Et c'est bien dommage, je trouve. Je pense qu'en fait, il aurait fallu pouvoir discuter avec l'ancien PDG de NMS Software, donc Richard Chappels, ou un programmeur, parce que, bon, a priori, Mike Fox ne semble pas être le programmeur, même si les initiales MLF pourraient se rattacher à lui, mais il m'a dit qu'il n'était pas derrière ce jeu. Alors, est-ce qu'il me l'a dit parce qu'il ne souhaitait pas être interviewé et il ne souhaitait pas donner d'infos là-dessus, ou parce que pour X ou Y raison, ça je peux pas vous le dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça aurait été vraiment bien d'avoir une personne de contacter une personne qui a pu aussi travailler à Accolade, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais bon, voilà, c'est le jeu en fait de l'interview, c'est le jeu de l'intervieweur. C'est la possibilité, bien sûr, de se heurter à un silence total. Et ça des fois, c'est vraiment très frustrant. C'est vraiment très frustrant. Mais bon. Quand on a un contact, il faut se réjouir justement de toutes ces personnes qui ont été disponibles et qui m'ont répondu, comme Monsieur Beverly. En attendant, j'ai vraiment été ravi les amis de vous présenter les résultats de mon enquête qui a duré plusieurs années. Bien évidemment, j'aurais souhaité qu'elle soit encore plus fournie, j'aurais souhaité avoir d'autres témoignages, mais celui de Monsieur Beverly a été vraiment important et enrichissant. Et pour moi, ça a été vraiment un privilège de pouvoir une nouvelle fois recueillir un témoignage comme le sien. J'ai aussi été vraiment ravi de vous présenter une fois de plus, une obscurité du catalogue Game Boy, en l'occurrence ce jeu Starhawk dont on ne connaît quasiment rien, un peu comme Battlejuice dans le précédent épisode. Et en attendant de nous retrouver pour de nouveaux témoignages, je vous laisse en compagnie du poteau Eric de la chaîne Studio 40A, qui comme la dernière fois va nous apporter son analyse de la programmation du jeu. D'ici là les amis, un immense merci pour votre soutien et votre fidélité, prenez soin de vous, et à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Et salut Alex, ben écoute, je suis très heureux que tu aies fait appel à mes lumières pour te parler du jeu Starhawk. Donc tu m'as posé une petite colle concernant un scrolling et un effet de profondeur sur ce jeu, notamment voilà, sur le premier niveau. Donc je me suis un petit peu creusé la cervelle et j'ai trouvé la solution. Comment a été programmé cet effet de profondeur. Allez, on va passer tout de suite en grand écran et je t'explique ça tout de suite. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'arrière-plan est clairement détaché du reste du décor. C'est-à-dire que les rochers du bas ont une certaine vitesse et on dirait que le décor du fond a une autre vitesse. Alors, en fait, ici, il y a une astuce, et il y a même une grosse astuce. Je pense que c'est une astuce que je vais utiliser dans mes futurs jeux de programmation Game Boy. Alors, je vais t'expliquer que cette astuce a déjà été utilisée dans les jeux comme Mario Land ou dans Pokémon, par exemple, pour animer l'eau. Mais là, poussé à ce degré-là, c'est la première fois que je vois ça. Alors, ici, dans ce cadre que tu vois de ce côté, là, c'est la mémoire vidéo de la Game Boy. C'est-à-dire, ce sont toutes les tuiles dont on va avoir besoin dans ce niveau qu'on va avoir besoin d'afficher. Et les 4 tuiles qui nous intéressent, ce sont les 4 tuiles qui sont ici. En fait, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, sur Game Boy, dans les autres jeux, on va mettre les animations les unes après les autres. Et ensuite, on va venir faire appel à la VRAM pour faire défiler les animations. Ici, les développeurs ont fait un autre choix. C'est celui d'envoyer des nouvelles animations à la volée dans la VRAM. Ce qui fait qu'on va pouvoir charger beaucoup plus de tuiles que ce que la mémoire vidéo de la Game Boy le permet. C'est-à-dire que ici, dans ce carré que tu vois là, c'est le nombre total de tuiles qu'on peut afficher
dans ce niveau-là? Eh bien, en fait, avec cette astuce, on va pouvoir en afficher plus. Alors, regarde bien ici, tu vas voir que les 4 tuiles vont s'animer à chaque frame, c'est-à-dire à chaque rafraîchissement du programme, une nouvelle image est créée. Alors, regarde bien ici. Donc, on voit très bien que les images sont rafraîchies à chaque fois pour créer cette animation. Mais là où il est encore plus fort, c'est que cette animation va changer en fonction de la direction prise par le vaisseau. Si je monte, regarde, l'animation monte. Et si je descends avec mon vaisseau, l'animation descend. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vois pour la première fois. C'est un changement d'animation ici, de cette manière-là, avec la direction qui est choisie par le joueur et par le vaisseau. Ça donne cette impression de profondeur dans le jeu. Alors, regarde un petit peu ici, on voit très bien les secrets de fabrication. Si on suit la liserée ici, le liseré des rochers, on va voir que les programmeurs ont essayé de cacher la limite qu'il y a sur les tuiles. Il faut vraiment avoir l'œil pour voir la différence. Maintenant, tu vas certainement le voir. Mais c'est ainsi qu'il y a l'astuce pour pouvoir faire ce fond qui bouge à une vitesse différente du reste du décor. Si je ne meurs pas. Alors, on arrive à l'un de mes passages préférés. Tu vas voir, c'est le moment du boss. Alors, on vient de s'apercevoir que le décor vient de s'effacer. Et ici, on doit se battre contre ce vilain boss. Alors, je vais juste faire pause parce que sinon, en même temps que j'explique, je vais mourir. Alors, pourquoi est-ce que ce boss a une particularité? Comme tu as pu le constater, le décor s'est effacé. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, le boss, c'est le nouveau décor qui vient remplacer le précédent. Donc, en fait, ce boss, ce n'est pas un sprite, mais c'est un décor que tu dois abattre. Alors, pourquoi est-ce que c'est un décor et comment est-ce que je vois que c'est un décor? Tout d'abord, ici, on est toujours dans la VRAM et cette partie qui est en bas, c'est la partie qui est uniquement réservée à la couche du background du décor. Ici, on voit bien les yeux du boss ainsi que sa coque. D'ailleurs, sur mon émulateur, j'ai colorié tous les sprites en rouge. À chaque fois qu'il y a du rouge, c'est un sprite et tout le reste du décor, c'est en vert. Donc, on a bien ici le boss qui est du décor et on doit tuer du décor. D'ailleurs, quand il se déplace, c'est tout le décor entier qui se déplace. Même la partie verte que tu ne vois pas, elle se déplace. Ce n'est pas que le boss qui se déplace. Alors, pourquoi on fait ça? Je te rappelle que la Game Boy ne peut pas afficher plus de 40 sprites simultanément à l'écran. Ce n'est pas possible. Et ensuite, il y a une deuxième limitation qui était la même limitation que sur beaucoup de consoles 8 bits et 16 bits de l'époque. On ne peut pas afficher pour la Game Boy plus de 10 sprites sur la même ligne horizontale. C'est un problème de balayage. En fait, si on dépasse ce nombre de 10 sprites sur la même ligne horizontale, les sprites vont se mettre à clignoter et ils vont apparaître avec un certain ordre de priorité que je ne vais pas aborder ici. C'est un petit peu compliqué. Donc, pour éviter justement qu'il y ait ce clignotement qui est un petit peu gênant, c'est un décor qui va prendre la place des sprites. Il a noté que dans le monde des programmeurs de jeux vidéo sur Game Boy, c'est assez complexe de faire un shoot 'em up horizontal, et bien justement à cause de cette limite de 10 sprites qui est très rapidement atteinte. Il suffit du vaisseau qui prend déjà 2 sprites à l'horizontale, plus le tir, plus quelques ennemis, et on arrive très vite à des jeux qui clignotent. Tu as dû certainement en voir beaucoup comme ça. Voilà. Je vais terminer de battre le boss, et je te reprends tout de suite pour le reste des explications. Tu m'as demandé aussi un petit peu comment était créé ce scrolling parallaxe avec la Game Boy, alors que la Game Boy n'est pas censée pouvoir faire ce genre de choses. Alors ici, c'est une astuce de programmation qui existe sur beaucoup de consoles. C'est ce qu'on appelle une interruption de programme. On va demander à la Game Boy d'afficher le décor. Il va l'afficher de haut en bas. Puis après, on va lui couper l'herbe sur le pied. On va faire une interruption. Et on va charger un deuxième décor en dessous. Et on va lui dire stop. Et on va charger une troisième partie du décor et une quatrième. Et là, ici, à ce niveau-là, il y a
à peu près, je crois, 5-6 couches de décor, si j'ai bien compté. Ça va permettre, premièrement, d'avoir donc plusieurs bandelettes de décor qui vont être les unes sur les autres. Et ça va pouvoir permettre de les déplacer chacune à une vitesse différente. Ce qui va donner cette illusion de profondeur. Et c'est ce qu'on appelle ce scrolling parallaxe. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le nuage se déplace à une certaine vitesse. Et le reste du décor va plus ou moins vite en fonction de là où on se situe par rapport à l'action. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des souches de bois que l'on voit ici. On dirait que les souches de bois sont devant la forêt. Et on dirait qu'il y a un effet de gestion de transparence des calques, comme on pourrait avoir sur Photoshop. En fait, il n'y a pas du tout de gestion de transparence. La Game Boy ne peut pas faire ça. L'astuce, surtout là sur la Game Boy qui n'a que 4 couleurs, c'est d'utiliser la même couleur pour la forêt, sur notre première bandelette, et sur la deuxième bandelette, cette même couleur, c'est le vert un petit peu moyen, hein, c'est le deuxième vert qui vient compléter, et on dirait que ça complète donc les parties invisibles, ce qui donne l'illusion qu'il y a un calque avec un décor devant et un décor qui avance derrière. Alors qu'en fait, ce sont bien des bandes qui sont l'une sur l'autre. Voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et Alex, je te laisse terminer et je te rends l'antenne. Merci, à bientôt.